je reçois Sarah Bernard. Bonjour Sarah. Bonjour. Vous êtes, à travers un livre intitulé « Une femme sous influence », vous faites un témoignage très fort et d'ailleurs très poignant d'une femme sous l'emprise d'un mari pervers, narcissique, alors que, comme vous le dites d'ailleurs en exergue de cet ouvrage, vous vouliez vous fonder une famille harmonieuse, aimer et être aimé. C'était ça le programme. On va voir que malheureusement, ça n'a pas été le cas. La femme sous influence, nous allons prendre le temps de comprendre, en commençant déjà par un traumatisme et une ambiguïté, le bonheur de votre naissance, bien évidemment, le 3 avril 1980, on va donner les dates, qui va se transformer aussi en drame, parce que cette naissance, elle n'est pas comme les autres, quoi. Tout à fait. Oui, puisque mes parents attendaient un garçon, et il s'est avéré que j'étais une fille, donc ça a été un premier choc, un choc pour mes parents, puisqu'on leur avait dit que je serais un garçon, donc la layette était bleue, ils s'attendaient à avoir un garçon, et ça a été une grosse déception pour mon père. C'est un peu plus qu'une déception, permettez-moi de le dire, parce que c'est une réaction qui est une réaction incroyable. Oui, après, dans la culture de mon père, c'était assez important d'avoir au moins un fils pour la lignée du nom, puisque mon père est d'origine algérienne. Et je pense que pour lui, c'était important d'avoir au moins un garçon pour pouvoir assurer ça. Et comme il avait déjà eu 2 filles avec ma maman, ça a été un petit peu une déception pour lui. Oui. Une déception qui va vous amener à être éloigné de votre famille pendant 8 ans. Tout à fait, oui. Oui, puisque lorsque je suis née, ma maman ne m'a pas ramenée au domicile conjugal, mais elle m'a placée dans des familles d'accueil, des nourrices. Pendant 8 ans. C'est ça. Parce que vous étiez une fille. Indirectement, oui. Et alors là, donc votre père, bien évidemment, va vous renier, dans le sens vraiment premier du terme. En quelque sorte, oui. Et votre mère, alors dans le portrait qui est fait, parce qu'elle est tout au long du livre, tout au long de votre histoire, bien évidemment, on a là aussi une difficulté à se faire à avoir un regard complet sur cette femme dont on voit que votre relation avec elle est à la fois fusionnelle, tout au moins à partir de 8 ans, quand vous êtes autorisé à revenir, mais aussi quelquefois distante, une mère très présente, puis une mère totalement absente. C'est quoi votre mère? C'est qui votre mère? Ma maman, je pense que c'est une femme qui était un peu désemparée, probablement par son rôle de mère, par toutes les charges qu'une femme peut avoir dans sa vie finalement. Ce qu'on appelle aujourd'hui un petit peu la charge mentale, que ça soit s'occuper des enfants, être une femme, faire son travail. Et je pense que oui, elle était un peu dépassée par les événements et par la réaction de mon père notamment. Alors à 16 ans, là, votre vie prend un nouveau tour, puisqu'il y a la rencontre d'un personnage qui va là être aussi essentiel dans l'ouvrage, s'appelle Paul. Il a 15 ans de plus que vous, et il a, vous dites, un caractère dominant, de l'empathie, de la compassion. Mais alors, 31 ans, il est marié, il a divorcé, il a déjà un fils. Est-ce que sur le papier, c'est vraiment raisonnable, quand on a 16 ans, de tomber amoureuse d'un homme comme celui-ci ? Moi, à cet âge-là, oui, j'étais attirée par les hommes plus âgés. C'était en moi, c'était quelque chose qui m'habitait. J'étais attirée plus par les hommes âgés. Et il se trouve que lorsque j'ai rencontré Paul, il m'a apporté beaucoup de sécurité, affectivement, matériellement, émotionnellement également. Et c'est comme ça que je suis tombée amoureuse de lui. À 16 ans, vous tombez amoureuse de Paul. Et il va y avoir la naissance d'une fille qui va venir, j'allais dire, compléter ce bonheur. Et là encore, cette naissance, nouveau traumatisme, parce que c'est à partir de cela qu'on voit un changement d'attitude de celui qui est devenu entre-temps votre mari. On est passé de l'empathie à la compassion, sont vos termes, à l'inconstance, à l'irrespect. Est-ce que c'est là aussi un élément déclencheur de son changement d'attitude, la naissance de votre fille ? Alors, je pense qu'il y avait déjà des signes avant-coureurs que j'avais certainement pas perçus à mon âge. Je sentais qu'il y avait une nuisance chez Paul, je sentais qu'il y avait quelque chose de nocif chez lui, mais je savais pas le définir encore à l'époque. Et j'étais plus attirée par son côté protecteur et je pense que ça me voilait un petit peu les autres aspects de sa personnalité. Mais je pense que c'était déjà en lui, tout de même, cette façon d'être. Après, oui, peut-être que la naissance de notre enfant a fait que, mais il y a eu d'autres paramètres, comme par exemple le fait qu'il n'avait pas de travail. Il y a eu plusieurs choses qui ont fait que son comportement s'est dégradé.
Mais c'est assez troublant, c'est que au fur et à mesure qu'il devient brutal, une brutalité extrême, y compris dans les relations intimes, Oui. Par des gestes de violence physique à votre endroit, Oui. vous trouvez encore des circonstances atténuantes. Oui. Je vous cite, j'avais des torts. Tout n'est pas blanc ou noir dans un conflit. Mais enfin, un homme qui vous bat, il n'y a pas de noir ou blanc. C'est lui qui est noir. Alors ça, c'est ce qu'il me disait. Hein. Quand on se disputait, il me disait qu'effectivement, quand il y a des disputes, c'est toujours la responsabilité des deux. Et moi, comme le livre l'indique, j'étais une femme sous influence. C'est-à-dire que tout ce qu'il pouvait me dire, pour moi, c'était comme la parole divine, en fait. J'étais vraiment captivée par ce qu'il pouvait me dire. Donc j'avais énormément de respect pour lui aussi, pour ce qu'il était, même en tant qu'homme. Pour ce qu'il faisait pour moi, pour tout ce qu'il avait fait pour moi depuis le début. Donc effectivement, j'acceptais des étapes que j'aurais pas dû accepter. Et je pense que plus on accepte des étapes douloureuses et plus la personne va loin dans son ignominie, en fait. C'est ça. Il faut arriver à mettre un cadre et des limites. Et moi, à cet âge-là, je savais pas le faire. Il n'y a pas de limite pour lui, là. Pour lui, non, il n'y a pas de limite, non. Pour lui, il voit que j'accepte tout, donc il se limite pas. C'est ça le problème des relations aussi, c'est d'arriver à mettre un cadre. Alors, on a évoqué le terme de pervers narcissique, c'est pas moi, c'est là encore vous qui le dites dans l'ouvrage. Oui. Et c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il est à la fois conscient de la situation, qu'il en joue, et il finit même par vous dire « je détruis tout ce que j'ai dans ma vie ». Est-ce qu'on peut réduire ce conflit entre vous, conflit est faible, sur un drame de la boisson? Alors c'est un des paramètres, effectivement, le fait qu'il buvait beaucoup d'alcool et de plus en plus. Mais je pense qu'il y avait d'autres paramètres par rapport à ce qu'il avait vécu étant enfant aussi. Il avait des blessures qui étaient similaires aux miennes par rapport à l'abandon et toutes ces choses-là. Donc oui, parfois, il pouvait se rendre compte de ce qu'il faisait de mal et il avait des prises de conscience qui étaient douloureuses pour lui et pour moi aussi. Parce que c'était difficile de le voir conscient de ce qu'il me faisait. C'était douloureux pour moi. Est-ce que vous aviez pensé un instant que ça allait tourner de cette façon? Je pense qu'à ce moment-là, j'étais un peu coupée de moi-même. Je pense qu'à des moments, oui, je ressentais pas vraiment les choses comme j'aurais dû les ressentir. J'avais pas accès à tout ce que je ressentais. J'étais coupée, donc j'étais sous influence de mon mari. J'avais une certaine emprise. Il avait une certaine emprise sur moi et je n'avais pas toute ma pensée pour moi, en fait. Si vous voulez. Concrètement, ce que vous voulez me dire, c'est que les coups que vous preniez, vous les acceptiez sans se rebeller. Vous ne pensiez pas à cette rébellion ou à tout simplement franchir la porte d'un commissariat ou franchir la porte d'un centre d'aide aux femmes victimes de violences. C'est pas quelque chose à ce moment-là que... Au départ... à ce moment-là, j'entends. Ouais. Au départ, je me rendais pas vraiment compte. Je pensais que j'étais un petit peu coupable aussi des coups que je prenais. Hein. Je me sentais vraiment responsable de ça. Et par la suite, oui, j'ai essayé de me défendre, mais quand je me défendais, les coups étaient pires. Donc... Je n'ai jamais réitéré le fait de me défendre. Et ensuite, oui, j'ai commencé à aller voir des médecins donc pour faire constater les coups. Et ensuite, j'ai pu déposer plainte avec les certificats médicaux. Alors, ça va loin, hein, parce qu'au-delà des coups, c'est à un moment donné, vous dites, moi je suis amené à penser qu'il va me tuer. Oui. Donc là, on a franchi dans l'ignominie une étape supérieure, c'est qu'on est véritablement face à la torture d'un bourreau. Tout à fait, oui. C'est-à-dire qu'il vous laisse quasiment sans vie une fois qu'il vous a frappé plusieurs fois. Vous le dites dans l'ouvrage, vous êtes inerte, blessé. Oui. Oui, ça arrivait que ça soit vraiment à la limite que je parte, en fait. Puisqu'il m'étouffait, il m'étranglait avec ses bras et moi, je pouvais pas me défendre. Donc c'est arrivé plusieurs fois et j'ai eu très peur. À ce moment-là, je pense que ça a été aussi une des prises de conscience pour que je parte. En fait, je me projetais, et lorsque je me projetais en avant, que je pensais à l'avenir, je me disais que un jour il me tuerait, quoi. Je pensais qu'un jour je serais plus là. À ce moment de notre entretien,
Je vais me faire l'interprète des téléspectateurs qui nous regardent et qui doivent se dire mais pourquoi elle est restée avec lui? Pourquoi elle reste avec lui à ce moment-là? Pourquoi vous restez avec lui? Et est-ce que c'est si simple finalement de sortir de cette spirale infernale? Alors, déjà, je suis restée 5 ans avec lui. Donc, je tiens à préciser que par rapport à certaines personnes, c'est pas énorme. Il y en a qui restent beaucoup plus longtemps, 10 ans, 20 ans. Déjà, passer 5 ans avec quelqu'un qui vous frappe tous les jours, qui vous humilie, je trouve que c'est déjà beaucoup, 5 ans. Et comme je vous disais tout à l'heure, si j'étais restée plus, je ne serais pas là pour vous parler, je pense. Et est-ce que, quand vous prenez la décision et vous prenez la décision de vous extraire de cet enfant, La solitude et la peur peut-être d'affronter le monde aussi. La peur de me confronter au monde, parce que finalement, avec mon mari, on était un peu en huis clos. J'étais pas confrontée au monde. Voilà, il faisait un peu tout à ma place finalement. Donc peut-être que c'est ça. Il pensait à votre place d'ailleurs. Oui, aussi. Parce qu'il vous empêchait de donner votre avis. Oui, c'est vrai. Oui. Je pensais tout comme lui, comme je vous disais tout à l'heure. C'était quelqu'un qui me donnait toutes mes directions de pensée, de cheminement de pensée. Donc j'avais pas vraiment de vie à moi, finalement. Et peut-être que le fait de partir, c'est peut-être une peur aussi d'affronter le monde, peut-être. Vous avez eu ce courage? Je ne sais pas si on peut appeler ça du courage, après... Vous l'avez fait. Oui. Est-ce qu'on utilise ce terme-là de syndrome de Stockholm? On dit facilement que des otages peuvent tomber sous le charme, tout au moins sous la férule, sous l'influence de leur propre bourreau. Est-ce que ça, vous pensez aussi que beaucoup de femmes qui vivent ces violences peuvent être aussi atteintes de ce forme de syndrome? C'est-à-dire, après tout, je ne vais pas pour autant quitter mon bourreau. Alors après, moi, je ne suis pas psychologue, donc je ne pourrais pas poser de diagnostic sur ces cas-là. Mais je pense que la femme aussi est très attachée à l'idéal, peut-être, de couple. Donc
C'est comme un échec un petit peu, si vous voulez, de se séparer d'un homme qu'on a aimé, avec qui on essaye de construire une famille, on essaye d'y croire jusqu'au bout. Et c'est comme... en fait, je pense que c'est des femmes souvent qui sont très endurantes et qui ont peut-être trop de tolérance. Et justement, cette endurance-là, elle devrait s'en servir pour autre chose et ne pas tout miser sur leur vie de famille ni sur l'amour. Tout simplement, il faut se déployer sur d'autres choses. 15 années ont passé. Oui. Je veux dire, heureusement, votre fille, elle a 18 ans aujourd'hui, elle a eu son bac, là, maintenant. Est-ce que vous avez pu rompre avec ce rôle de victime ? Moi-même, vous voulez dire ? Ben, j'espère, oui, j'espère. Après, c'est pas à moi de le dire, mais oui, j'espère aujourd'hui être un peu plus solide. Mais malheureusement, je me suis construite là-dessus, puisque j'ai rencontré mon ex-mari très jeune. Donc, il me reste encore une empreinte, je pense, assez forte de cette période-là. Et d'ailleurs, le livre a été assez curatif pour moi, puisque ça m'a vraiment libérée de quelque chose, oui, de publier. Est-ce qu'on s'en sort ? Parce que là aussi, on dit qu'il y a une forme de déterminisme. Moi, je n'aime pas ces notions-là, mais on se dit, ben, après tout, c'était une femme battue. Ça sera très difficile. À nouveau, elle sera peut-être une femme battue. Tout ça, vous avez réussi à... C'est vrai qu'on peut retrouver des situations peut-être similaires, mais on arrive mieux à détecter les signes avant-coureurs, je pense. Donc après, dès qu'on voit que la personne ne vous donne pas de liberté ou commence à penser à votre place, à ce moment-là, c'est des signes avant-coureurs, je pense, de quelque chose de pas sain. Est-ce que vous avez pu refaire votre projet, je le rappelle, fonder une famille harmonieuse, aimer et être aimé? Est-ce que 15 années après, ça a été possible? Oui, je suis en couple donc depuis 15 ans maintenant. Et je me suis mariée tout récemment, vous voyez, donc... Prendre le temps. Oui, j'ai vraiment pris le temps là, pour ce coup-là. Oui. Alors, votre vision de l'homme en général, de cela, par exemple, il y a Paul, le bourreau, qui torture, et puis il y a à côté Alex, qui est un voisin qui va vous aider, qui va s'impliquer dans la possibilité de vous faire fuir, va même vous aider à le faire. On voit qu'il y a dans les deux hommes qui sont là, il y a le père qu'on ne voit pas, il y a Paul qu'on voit trop, et puis ce Alex qu'on voit aussi. Tous les hommes ne sont pas des bourreaux, tous sont des bourreaux. Quelle est votre vision que vous avez de l'homme en général ? Alors après, je pense qu'on est quand même dans une société assez patriarcale tout de même. Faut reconnaître que l'homme est vraiment placé quand même au-dessus de la femme, je pense. Et peut-être que un peu plus d'égalité dans ce regard-là pourrait peut-être arranger les relations entre hommes-femmes, peut-être. Peut-être qu'il se permettrait moins de choses ou plus de respect. Après, je ne sais pas, j'ai pas la solution. Mais comment vous voyez les hommes ? Moi, comment je les vois ? Comment vous les voyez ? Ben, je les vois comme des humains, des êtres humains normaux. Ils ne sont pas tous des chiens, voilà, on va dire ça comme ça. Non, ça pourrait. Non, je pense pas. Non, il y a des gens très bien. Il y a des hommes qui sont très bien. Il y a des femmes aussi qui sont maltraitantes. Donc, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Après, je pense que il y a des hommes très bien, bien sûr. Il y a beaucoup de femmes qui subissent les violences, bien évidemment. On le sait, et ce phénomène qui n'est pas prêt de s'éteindre et qui est ancien, qu'est-ce que vous dites à ces femmes qui se placent devant la même situation que vous? Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si tant est que vous puissiez transmettre ce message-là, vous avez toute l'attitude pour le faire. Qu'est-ce que vous leur diriez? Mais moi, ce que je leur conseillerais déjà, c'est que s'il y a des violences, de toujours faire systématiquement constater par un médecin les coups. Donc là, avec la levée du secret professionnel, les médecins, en plus, ont devoir... Enfin, c'est pas une obligation, mais ils peuvent signaler les violences. Ne pas hésiter à se confier à une assistante sociale qui peuvent leur apporter des conseils pour s'en aller. Également, elles peuvent aller voir un avocat juste pour prendre des conseils. Et si elles n'ont pas suffisamment d'argent, il existe l'aide juridictionnelle qui pourront prendre en charge les démarches juridiques pour qu'elles puissent partir. Mais vraiment prendre toutes les aides qu'elles peuvent avoir autour d'elles. Ces aides-là, vous les avez trouvées? Est-ce que vous pensez que l'État est défaillant ou que ça va mieux ou que, c'était il y a 15 ans, qu'aujourd'hui ça s'est amélioré, que les femmes qui subissent le même sort que vous ont plus de possibilités aujourd'hui ou vous considérez qu'elles sont toujours abandonnées? Il y a un Grenelle qui a été fait il n'y a pas très longtemps contre les violences faites aux femmes. Alors après, on dit souvent que le diable est dans les détails. Et quand on regarde en détail, par exemple, le 3919, il est mentionné qu'on peut les joindre 24 heures sur 24, alors qu'en fait, on peut les joindre que jusqu'à 19h.
19 heures. Donc est-ce que c'est l'ensemble du Grenelle qui est défaillant? Ou alors après, je sais pas, est-ce que c'est des mesures qui sont fantaisistes? Je suis pas allée vérifier dans les détails. Mais après, je pense qu'il manque un petit peu d'optimisation de toutes ces mesures, je pense. J'ai vu la vidéo sur les réseaux sociaux qui m'a amené à m'intéresser à votre livre. Oui. Elle a été vue des centaines de milliers de fois et je me suis dit, qu'est-ce qui a fonctionné? Parce que, et je me suis dit, est-ce que c'est pas la pudeur en fait? Il y a beaucoup de pudeur. Oui, il y a très peu de femmes qui dénoncent les violences conjugales. Moi, j'ai l'impression que parfois, il y a des femmes qui même mentent, qui ne disent pas qu'elles sont battues, en fait. Et je trouve que plus on libérera la parole et plus ça fera avancer les choses. C'est un tabou en France, encore une fois. Hein. Et pourtant, il y a encore 150, il y a eu 150 féminicides, ça a augmenté même l'année dernière. Donc il y a vraiment un gros problème à ce niveau-là. Hein. Merci beaucoup. Je vous propose de retrouver cette histoire une nouvelle fois très forte. Hein. Dans Une femme sous influence, c'est aux éditions Max Milo. Merci beaucoup d'avoir témoigné. Je sais combien c'est compliqué et difficile de le faire. Et c'est donc tout à fait remarquable d'avoir accepté de le faire pour TV Liberté. Merci à vous. Je vous en prie, merci de votre invitation.